aujourd'hui, c'est vraiment c'est avec une certaine émotion à notre niveau qu'on se retrouve ici. Et on est content de voir enfin cette journée à vue qui a été reportée à plusieurs reprises. On est là pourquoi? On est là pour la signature de la convention constitutive de BioChild. Signature qui aura lieu du coup juste après cette conférence de presse. Donc aujourd'hui, on s'adresse, nous, les institutions et nous, les chercheurs, à la presse. Une conférence des familles qui sont connectées sur YouTube, des familles d'enfants en situation de handicap. On a des professionnels qui sont connectés en vidéo. Et donc, on s'adresse à un public extrêmement large quand on ouvre officiellement, quand on valide officiellement la création de ce GIS. Ce GIS, il s'appelle BioChild. Alors, peu de gens le savent, mais le B de BioChild n'est pas anglais, il est très breton. Et il s'appelle Braze parce qu'il est vraiment ancré chez nous. Et il s'appelle Braze Research and Innovation Center for Child Development and Rehabilitation en anglais. Pourquoi? Parce qu'on a clairement une vision de ce centre avec une ambition européenne. Je peux passer à la suivante. Alors en français, ça donne ça, BioChild. On l'a gardé, on ne voulait pas transformer, mais par contre, c'est le centre breton de recherche et d'innovation pour le développement et la réadaptation de l'enfant. Sous-entendu, l'enfant qui en a besoin, l'enfant en situation de handicap. Et on a un logo qui est du coup représentant un enfant qu'on accompagne, un petit sourire, un petit ballon, on imagine ce qu'on veut, mais l'idée c'est que ce soit child-friendly et qu'on puisse du coup tout de suite identifier vers qui est dirigée la recherche que l'on met. Je peux passer à la suivante, s'il te plaît. Alors, pourquoi? Pourquoi? En fait, c'est simple. Pourquoi? C'est parce que quand on a démarré à Brest, s'occuper des enfants en situation de handicap, au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il y avait une énorme lacune. Les familles étaient en demande d'innovation, étaient en demande de connaissances, pas en demande de soins uniquement, en demande de nouveautés, de progrès. Ce progrès, il fallait lui trouver une réponse. Cette réponse qu'on a formulée sur le territoire breton, sur le territoire finistérien, c'est une réponse à une attente, c'est BioChild. Pourquoi? Quand on dit enfant en situation de handicap, eh bien, enfant en situation de handicap, on pense à Téléthon. En France, c'est ça. On voit des enfants à la télé tous les ans. En fait, quand on regarde le Téléthon, c'est extraordinaire en termes de génétique, de thérapie génique. Et quand on regarde à l'extérieur de la France, eh bien, les enfants en situation de handicap, on s'occupe aussi de leur vie quotidienne, de leur éducation, de la réadaptation pour améliorer leur autonomie dans la vie de tous les jours. Et ce pan-là, en France, il était assez peu établi. Donc, on a vu qu'il fallait répondre d'une façon ou d'une autre. Cette réponse, du coup, elle a pris la forme d'un groupement d'intérêt scientifique. Pourquoi? Parce qu'on a vu en même temps qu'il y avait besoin de cette réponse qu'on avait un moment scientifique et technologique unique. On a vu qu'il y avait une explosion des techniques de rééducation et réadaptation dans le monde, mais pas en France. On a vu qu'il y avait une explosion des innovations technologiques pour le handicap, mais beaucoup de choses chez l'adulte, beaucoup de choses chez la personne âgée. Et attention, les enfants sont moins nombreux, mais ils sont là aussi. Et c'est toute la vie. Donc ça n'existait pas. Donc on a décidé qu'il fallait qu'on crée quelque chose. Et la troisième chose pour laquelle il y a vraiment une tendance très forte, c'est le fait que de plus en plus, on développe de la recherche partenariale. Partenariale, pas avec les partenaires de la science, partenariale avec les familles. C'est-à-dire partant des besoins des familles qui ont un enfant en situation de handicap. Et c'est comme ça, c'est sur ces trois raisons-là qu'on a décidé de créer BioChild. Alors, BioChild, on va voir la diapositive, c'est d'abord une rencontre avec un couple de philanthropes qui est venu me stimuler. Il m'a dit, si on faisait quelque chose de grand, qu'est-ce que ce serait?
Alors, on a imaginé quelque chose de grand. Et on a été accompagné grâce à ce couple-là. Ensuite, on s'est vu avec les 4 institutions en février 2020. Et on s'est dit, et si c'était possible? Et puis, il y a eu le Covid, etc. Et aujourd'hui, on se trouve. Nous, on a travaillé pendant ce temps-là en tant que BioChan, mais BioChan n'existe pas vraiment encore réellement, sauf peut-être à partir d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui BioChan? BioChan, c'est l'alliance de 4 institutions. 4 institutions qui, au sein du LATIM, ont décidé d'allier les personnes, les chercheurs, qui veulent dédier leur recherche à l'enfance en situation de handicap. Le mot-clé, c'est la multidisciplinarité. L'autre mot-clé, c'est probablement la flexibilité. On ne veut pas être trop gros. 15-20 personnes, entre la start-up et la PME, c'est parfait. Donc, c'est manageable, c'est créatif, on répond à plusieurs types de besoins. Et ces 15 à 20 personnes, elles viennent de 4 réseaux différents. L'autre chose, c'est que, évidemment, on ne fait pas de la recherche sans avoir des partenaires. Alors, on est très implanté en Bretagne. Et ça a été développé pendant les 2 dernières années. On est très implanté dans les réseaux nationaux. Et notre ambition, elle est claire, elle est européenne et internationale. Et on a notre réseau, du coup, de notre réseau européen et international. Tu peux mettre la suivante. Mais on n'oublie pas, et ça c'est tous les jours, c'est ce qui nous guide, c'est qu'on ne fait pas de la recherche pour nourrir des ambitions de personnes. On veut coller le plus près possible aux personnes en situation de handicap et aux enfants en situation de handicap. Qui, en particulier, les personnes avec paralysie cérébrale. Vous ne connaissez pas la paralysie cérébrale. C'est les personnes qui naissent avec une lésion au cerveau et qui ne peuvent pas bouger un de leurs membres. C'est peu connu. C'est la cause de handicap moteur numéro 1 en France. On essaye de s'en occuper le plus possible au sein de BioChan. Paralysie cérébrale. Mais aussi maladie neuromusculaire, l'amyopathie de Duchenne, que vous connaissez bien et qu'on voit plus. Les enfants qui naissent avec une paralysie du bras à la naissance. Malheureusement, on est obligé d'aller vite, on est obligé de tirer un petit peu, et le bras reste paralysé. Ça s'appelle la paralysie obstétricale du plexus brachial. C'est l'enfant dont on s'occupe. Mais en fait, dans BioChan, on s'occupe aussi d'autres problèmes que les problèmes moteurs, la déficience intellectuelle, avec le centre de référence des déficiences intellectuelles, le polyhandicap, évidemment, et les enfants avec des troubles des apprentissages quand c'est nécessaire. Et on a aussi intégré du coup, une pédopsychiatre récemment pour travailler sur les troubles du spectre autistique. La suivante. Je ne vais pas aller dans le détail, je vais juste vous dire qu'on a 3 grands domaines de projet. Le premier, il est sur, bonjour Julien, il est sur comprendre le mouvement. Comprendre le mouvement, pourquoi? On a les outils technologiques qui vont de l'imagerie du cerveau, la commande, jusqu'à l'effecteur, les bras, la marche. Et donc, on est capable, au CHU, ici, avec les outils technologiques du bassin finistérien, d'explorer la motricité de façon très, très précise. C'est avec ça qu'on est né scientifiquement, il y a une dizaine d'années. On capitalise toujours aujourd'hui dessus. Et comprendre le mouvement, ça veut dire répondre à des questions extrêmement concrètes des familles. Est-ce que mon enfant va marcher? Est-ce qu'il va récupérer après avoir eu un accident? Et comment plus tard, je peux envisager l'avenir? Comment mon enfant va fonctionner dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'il pourra s'habiller tout seul? Est-ce qu'il pourra... C'est le mouvement. Tout ça, c'est lié au mouvement. Et donc, ça, c'est vraiment notre recherche fondamentale, mais elle est très concrète dans les questions des parents pour nous suivre. Suivant. En 2015, on a dit qu'on comprenait bien le mouvement, mais qu'il nous manquait quelque chose. Il nous manquait des thérapies qui changent concrètement la vie des enfants. Des thérapies motrices qui vont améliorer l'autonomie des enfants. Et ça, c'est la deuxième chose qu'on a développée avec des essais cliniques pour valider les thérapies. Il y en avait très, très peu en France. Du coup, on était très content de voir arriver la thérapie Habitil et puis d'autres thérapies innovantes qui améliorent la motricité tous les jours de ces enfants.
Il faut faire de la science avec ça. Les choses nouvelles, il faut les évaluer, les valider. Et aujourd'hui, on est content de voir que certaines recommandations de la Haute Autorité de Santé reprennent du coup ce qu'on a pu développer ici, en particulier pour les enfants avec paralysie cérébrale. La troisième chose, c'était le troisième grand programme qui est arrivé plus tard, en 2018-2019. On a vu les technologies de santé vraiment exploser. On a vu les innovations en termes de robotique, de réalité virtuelle, des sensors, tout ce que vous avez vu, des applications, tout ce que vous avez vu, vous, dans votre quotidien arriver. Il ne fallait pas oublier les enfants en situation de handicap. Donc là, on s'est positionné assez fort et on a souhaité développer ce champ-là parce qu'à Brest, il y a cette possibilité-là. Et donc, on a développé des applications, on a réuni des parents, des familles, des chercheurs. Et aujourd'hui, on a priorisé, et on va prioriser encore plus à l'échelle européenne, ce qui est vraiment nécessaire comme développement, qui rendra réellement service aux enfants en situation de handicap. Et puis, on a développé notre application ici, avec le CHU et la Fondation ILDIS, qui s'appelle KIDEM, et avec la Fondation DANA, du coup, qui est une fondation bretonne pour l'enfance, pour lequel on a pu proposer quelque chose qui sortait réellement du laboratoire ici et qui allait aider la communication entre les familles et les professionnels. La suivante. Alors, je vais arrêter là. Du coup, juste pour vous dire que si on regarde ce qu'on produit, il y a ce qu'on est et puis il y a ce qu'on fait, ce qu'on produit. Ce qu'on produit, c'est de la connaissance. La connaissance qui est publiée dans le monde entier pour changer les façons de faire, pour valider les thérapies. Ça, c'est des publications scientifiques. On a plusieurs projets, évidemment, en parallèle. On développe les collaborations académiques et privées. Ça fait partie de l'ADN de la team, bien sûr. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est ces collaborations dirigées vers une population qui n'est pas un gros marché. Ce n'est pas un gros marché d'enfants en situation de handicap. Comment on fait pour convaincre? Il faut prendre une dimension tout de suite nationale ou européenne. Sinon, le marché n'est pas bon. Donc, c'est notre job. Cher professeur, merci de votre invitation. Donc, je suis accompagnée du professeur Alain Sarraud, qui est notre vice-président recherche du Centre hospitalier universitaire. Je crois qu'on partage une même fierté d'être là aujourd'hui en tant que membre fondateur du Fonds d'intérêt scientifique. Parce que, comme vous l'avez dit, je crois que la structuration que vous êtes en train de mettre en place est unique dans les ramifications, que ce soit au niveau de la région, des ramifications locales, européennes ou internationales que vous avez développées, que ce soit avec des partenaires de santé, je pense notamment à la Fondation ILDIS, qui sont des partenaires de nombreuses années avec le CHU, mais aussi les partenaires que sont l'Université de Bretagne occidentale, l'INSERM à travers l'unité mixte de recherche qui est collabellisée par l'UBO et donc l'INSERM qui est un organisme national, et puis les collaborations européennes que vous avez développées, les coopérations France entière. C'est assez unique dans notre écosystème au niveau du CHU, donc je tiens à le souligner et le remarquer. Et puis, vous savez que j'ai une antériorité dans d'autres régions. Et c'est vrai que sur le handicap des enfants, il y a très peu de structures qui ont une puissance de frappe comme la vôtre. Et on peut s'en féliciter, on peut en être très fiers pour notre région. Et vous avez raison même si vous avez le Braise Center, c'est comme ça que vous l'affichez, on peut avoir des ambitions qui sont des ambitions internationales et donc qui vont rejaillir sur l'ensemble de des partenaires. Je n'ai pas cité l'IMTA, mais je pense que c'est quelque chose aussi d'essentiel, je vous prie de m'en excuser. C'est aussi essentiel parce que, comme vous l'avez dit, vous êtes à la fois finalement et c'est toute l'essence en fait des CHU, sur le soin d'abord, c'est des observations cliniques qui font que vous ne vous résignez pas à la situation et que vous avez envie de faire évoluer et la science et finalement la condition et la qualité de vie de ces enfants. En interaction finalement avec la connaissance, en interaction avec les technologies, et c'est aussi le cœur un peu du LATIM, qui est quand même particulier, qui est aussi une unité de recherche dont l'aura nationale et internationale est forte. Et on a ce partenariat avec des acteurs académiques, et puis un partenariat aussi, vous l'affichez, avec des partenaires industriels.
Et vous savez qu'au cœur de notre stratégie recherche et innovation au sein du CHU, le lien entre tous ces acteurs, les partenaires académiques et le tissu des entreprises, et d'ailleurs peut-être vous-même, vous êtes un serial entrepreneur, par vos créations, vos brevets, vos applications, eh bien, c'est vraiment, je pense, l'ensemble de la chaîne de valeur sur la recherche et l'innovation. Et nous sommes là pour vous accompagner dans vos projets. Alors, quand je dis nous sommes là, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire le CHU, c'est d'abord, vous l'avez expliqué très bien, c'est la mise à disposition de plateaux techniques qui vont vous permettre finalement de faire vos observations, de mener vos projets de recherche au-delà des soins que vous prodiguez déjà aux patients. Dans les plateaux techniques, je pense à l'imagerie, mais notamment, mais pas seulement. Vous avez aussi nos structures de soins, et donc le docteur Repart est ici présente. Donc on a la pédiatrie, la neuropédiatrie, on a évidemment la pédopsychiatrie, je pense que c'est en Bronsard, je pense également à la chirurgie pédiatrique, et puis à l'ensemble en fait de la structure de rééducation, que ce soit personnes adultes et enfants. Donc finalement, il y a des interactions fortes. Et évidemment, la rééducation en lien avec la Fondation IDIS, où on a des activités de soins partagés et des parcours patients entre le CHU, la Fondation. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On a aussi les interactions que vous pouvez avoir avec notre direction recherche et innovation, puisqu'elle vous accompagne dans la recherche de financement, dans le montage de projets, dans l'accompagnement méthodologique. Et je pense que le professeur Alain Sarraud pourra en témoigner. Vous êtes très actif et vous avez une capacité à aller lever des fonds pour financer des projets dans le cadre des appels d'offres différents, nationaux, régionaux ou européens, ce qui est quand même là aussi quelque chose de assez rare dans les équipes cliniques. Enfin, on en a quelques-unes heureusement, mais c'est quand même pas si fréquent d'être en capacité de le faire. Vous avez donc je suis directrice générale du CHU, mais je suis aussi présidente du fonds dotation Innovéo, et là aussi vous avez tout le soutien et toute la capacité de fundraising et de recherche de mécènes au travers du fonds dotation Innovéo qui vous accompagne. Et puis, vous avez, au sein du CHU, vous avez tout ce que vous travaillez au niveau de votre axe thématique, dont le professeur Laird, en fait, est pilote, finalement, la capacité à embarquer d'autres cliniciens que vos propres services pour générer des idées, mener des projets. Voilà, j'espère que je n'ai pas oublié grand monde, mais sinon, le professeur Sarraud complétera. Vous dire donc, c'est pour nous une grande fierté d'être membre fondateur de ce groupement d'intérêt scientifique, et qu'on continuera, comme on l'a fait, à vous soutenir dans vos projets et vous féliciter pour la belle ambition que vous portez pour les enfants atteints de handicap. Ici, c'est un fort axe que nous avons développé dans notre projet d'établissement, et donc vous pouvez compter sur nous, toutes nos dimensions pour vous aider et vous accompagner avec nos partenaires. Merci beaucoup. Moi, je dirais juste un mot, félicitations. En gros, notre leitmotiv, c'est la structuration interne et le partenariat externe. Vous en êtes un exemple parfait. Vous nous aidez donc au sein de la structuration par axe à avoir un domaine qui est très, très homogène, centré sur une thématique très claire. Vous avez des vrais partenariats au niveau régional, national, international. Et c'est vraiment tout ce qu'on souhaite, tout ça en harmonie avec le CHU. Et cet exemple du GIS est particulièrement clair pour montrer cet objectif. Alors, bravo, et j'aurais rien de plus que tout ce qu'a dit Madame Fabracqui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis également ravie et je partage la fierté des représentants du CHRU d'être présente ici aujourd'hui. Donc, la Fondation IDIS, au commencement, c'est une marquise, la marquise de Calgary, qui a décidé de consacrer une partie de sa fortune aux soins et à l'accueil des enfants. Ça fait 120 ans maintenant que nos équipes s'attachent à rééduquer, réhabiliter, réadapter, réinsérer les enfants porteurs du handicap ou des conditions chroniques. Donc, sur Ferrari-Roscoff, comme à Tillane sur Brest, c'est près d'une centaine de lits de soins de suite et de rééducation spécialisés qui sont destinés aux plus jeunes. Donc, les équipes pluridisciplinaires de la Fondation IDIS s'associent donc aux autres structures du territoire. Et on pense notamment, bien sûr, aux équipes du CHRU de Brest, mais également aux équipes du pôle de réadaptation de Cornouailles, au centre hospitalier de Quimper ou également à celui de Morlaix, sans oublier les structures médico-sociales et sociales des Finistères. Donc, tout ce monde-là se réunit pour offrir aux enfants un parcours de soins optimisé. Et donc,
ce travail de complémentarité, avec ce travail de complémentarité est née une fédération médicale interhospitalière et universitaire, FRISBI, qui a 3 missions essentielles, les soins, l'enseignement et la recherche. Cette fédération est soutenue par l'Agence régionale de santé de Bretagne comme une structure innovante et performante. Lorsque en 2018, le professeur Brochard est venu nous trouver pour savoir si on était prêt, Fondation ILDIS, à s'associer avec les autres partenaires pour passer à la vitesse supérieure en matière de recherche, eh bien, on a été conquis, on a tout de suite dit qu'on serait bien présent. On est doté déjà d'une cellule de recherche à la hauteur de notre fondation, bien sûr, donc de cellule de recherche interne, en partenariat avec le CHU de Brest, l'UBO, l'IMT Atlantique. Et donc, on a pensé et co-construit BioChad avec beaucoup de fierté. Ainsi, nous avons recruté dans un premier temps Eléa Deli, puis Laurie Hervieux comme en charge de la coordination scientifique du groupement, présente. L'implication également des médecins de la Fondation ILDIS, comme le docteur Christelle Ponce, ici présente, médecin de médecine physique et de réadaptation pédiatrique, qui participe au développement des projets innovants au service des enfants. Et de même, Rodolphe Bailly, encore présent, masseur kinésithérapeute, en charge notamment des thérapies innovantes, des thérapies motrices innovantes, pilote le projet Habitil, qui vise à proposer aux enfants atteints de paralysie cérébrale notamment des stages de rééducation ludique et intensive. Donc, nous sommes très fiers d'être présents aujourd'hui et de porter notre pierre à l'édifice pour la construction de BioChad. Merci. Bonjour, mesdames, messieurs. Donc, en m'adressant à vous aujourd'hui en tant que vice-président recherche de l'UBO, je voudrais concentrer mon propos sur essentiellement 3 points qui caractérisent très bien le GIS BioChad, qui a été rappelé à la fois par Sylvain et les orateurs précédents. D'abord, c'est le soutien de notre politique de recherche et d'innovation dans le domaine de la santé, qui est un axe phare de notre université. L'intérêt pour nous de chasser en meute, puisqu'on voit que finalement, avec les 4 acteurs, on est plus fort que chaque acteur individuel. Et puis notre soutien à la multidisciplinarité, tu l'as rappelé, je pense que c'est un atout fort en rassemblant à la fois des compétences, des expertises qui sortent bien au-delà de la médecine classique, mais avec aussi un volet SHS qui est important pour notre université. Donc, premièrement, moi, je voudrais dire ici que ce qui se passe ici, dans cette pièce, est important pour, évidemment, la dynamique de recherche et d'innovation de notre établissement. Et je dirais que c'est grâce à l'armature et la solidité de cette armature entre les UMR, donc les Bernixan, le LATIM en l'occurrence, et puis le CHU, que finalement, nous pourrons développer ces activités de recherche et d'innovation, comme tu l'as rappelé, développer une activité de recherche en santé qui puisse être compétitive au niveau international, et puis aussi la capacité de pouvoir attirer des talents sur notre territoire de façon à faire vivre aussi cette dynamique. L'occasion m'a été donnée depuis 6 ans que j'exerce cette responsabilité de vice-président recherche, et je le dis très lucidement, de voir que dans cet axe de recherche, il y a une véritable appétence pour développer à la fois et valoriser les résultats de recherche, mais aussi pour organiser des colloques, pour faire de la médiation scientifique, et puis maintenant pour construire un GIS. Et je suis, comme les oratrices précédentes, tout à fait fier de pouvoir apporter la contribution à travers ma fonction à ce GIS. Et donc, je considère que ce sont des atouts vraiment véritables, essentiels pour notre écosystème, parce que ça va permettre, au-delà de cet écosystème, de montrer qu'à Brest, on a une véritable ambition en matière de recherche, en matière de santé. Deuxièmement, je suis aussi convaincu qu'au-delà des grands défis qui nous attendent de l'enseignement supérieur de la recherche français, il faut penser global, collectif, et dans cet esprit, donc, la collaboration entre le CHU, l'UBO, ILDIS et l'IMT Atlantique, finalement, va nous permettre, je dirais, de construire une dynamique pour chasser en meute. Alors, par rapport à cela, il y a deux niveaux de réflexion qui me paraissent essentiels. D'abord, à l'UBO, nous sommes en train de construire, je dirais, ce qu'on appelle le projet d'établissement, qui va servir de trame pour le contrat quinquennal. Et je pense que l'intégration de ce type d'initiative
pour nous, est essentiel parce que même si l'UBO est reconnu de façon mondiale à travers le classement de Shanghai sur ses activités en matière de recherche marine, les activités de santé apparaissent tout autant pour équilibrer finalement ces activités maritimes. Et c'est très bien parce que notre université a un modèle pluridisciplinaire qu'il faut faire. Donc, le premier levier à court terme, c'est de pouvoir capitaliser sur cette alliance, finalement, pour chasser en meute et répondre à des appels d'offres, que ce soit le PIA, l'ANR, ou encore les projets européens, ou encore le pôle d'innovation, les pôles universitaires d'innovation, pour lesquels je sais que vous avez construit déjà un centre d'innovation qui me paraît extrêmement intéressant et qui peut servir de centre d'accompagnement pour les transferts technologiques et l'accompagnement de ça. Deuxième levier, c'est aussi la capacité, comme tu l'as rappelé, Sylvain, de pouvoir donner une ambition européenne au GSB-Child, et je suis tout à fait fier de pouvoir reconnaître finalement ce caractère européen à travers donc, le prix dont tu nous as rappelé l'existence. Et comme, je dirais, au moins 2 partenaires de l'Alliance appartiennent enfin 3 partenaires avec l'IMTA qui appartiennent à la 2PE, nous pouvons aussi utiliser ce levier, donc sur les projets, la plateforme des projets européens, pour pouvoir un petit peu donner un coup de boost sur l'ambition européenne. Ce qui m'amène à mon troisième point qui est centré sur le caractère transdisciplinaire. Tu l'as rappelé aussi des travaux du GIS BioChild. Et ça, c'est important parce que la réadaptation et le développement des activités de recherche et d'innovation sur l'enfant en situation de handicap fait aussi apparaître, je dirais, des expertises, alors, la directrice générale parlait de chaîne de valeur. Je pense que c'est exactement le bon terme. Il faut à la fois considérer toute cette chaîne de valeur de façon à monter en gamme, c'est-à-dire à favoriser cette approche interdisciplinaire. Et donc, à cet égard, l'université ne peut que soutenir cette initiative qui vise à intégrer à la fois des ingénieurs, des médecins, des psychologues, des kinés, etc. Donc, tout finalement qui va apporter cette couche de valeur ajoutée pour contrer un petit peu les difficultés de ces enfants et de leur famille, comme tu l'as rappelé à juste titre. Donc, puisque nous sommes encore dans la période des vœux, bien, je souhaiterais longue vie au GIS BioChild et tu peux aussi compter sur notre support pour accompagner cette belle initiative. Merci. Au nom de l'école, on est évidemment très heureux de participer à la signature de BioChild aujourd'hui, aux côtés de tous nos partenaires, à la fois, je dirais, les partenaires spécifiques de cette action BioChild, mais aussi des partenaires plus récurrents, comme l'UBO. Voilà, on se réjouit à plusieurs titres de cette signature, à la fois, pour commencer, au nom du LATIM, dont on est une des tutelles fondatrices, bien sûr. On s'en réjouit aussi en tant que grande école d'ingénieurs ou Technological University, comme on dit à l'international. Parmi nos missions, il y a le fait de ne jamais dissocier la science et la technologie, c'est-à-dire la production de connaissances, mais aussi la production de solutions, de ne pas dissocier la recherche et l'innovation. C'est encore une autre source, je dirais, positive. On se réjouit aussi du BI pour Braze. On est présent en Bretagne sur 2 implantations que sont Brest et Rennes. On revendique aussi cet attachement à l'écosystème local, alors en l'occurrence brestois. Un élément qui me tient à cœur aussi, c'est qu'on est ici dans 2 domaines, je dirais, 2 domaines stratégiques pour l'école que sont respectivement le numérique et la santé. Donc, à ce titre, évidemment, on ne peut que se réjouir de ça. Et du coup, BioChild nous paraît très représentatif d'un certain nombre de valeurs qui sont communes à beaucoup de gens autour de cette table, bien entendu, mais qui sont assez spécifiques, on porte fort à IMT Atlantique, c'est bien entendu l'interdisciplinarité. Ça a été cité à de nombreuses reprises. On est voilà, très interdisciplinaire. Alors nous, ça met en valeur évidemment nos formations, une partie de nos formations généralistes aussi. Ça met en valeur aussi l'importance de la formation et de la recherche, de l'innovation,
mais de l'innovation pour la société. Et donc, je dirais entre guillemets, pas hors sol, donc qui est utile pour les personnes en situation de handicap, pas bien sûr dans le futur, mais aussi dès à présent. C'est important de montrer qu'aujourd'hui, BioChild a déjà des applications. Qu'est-ce qu'on apporte dans BioChild? Un certain nombre de compétences liées. Alors, on pourrait le résumer très grossièrement en trois domaines. Le traitement de signal au sens large, et notamment l'imagerie médicale, bien sûr. Des apports en intelligence artificielle à deux titres. L'IA comme objet de recherche, bien sûr. Est-ce qu'on fait de la recherche en IA et on fait aussi de la recherche par et avec l'IA. Et enfin, une contribution plus légère quantitativement sur, je dirais, l'analyse économique, médico-économique de la santé du présent et du futur. Voilà, on se réjouit évidemment aussi pour les familles des travaux en cours et à venir. Donc, en conclusion, on va former tous nos voeux de réussite, comme le disait Christian à l'instant, pour BioChild, mais aussi, ça a été dit un petit peu plus tôt, donc j'ai l'impression de paraphraser, mais j'assume, vous féliciter pour les travaux passés et présents. On ne part pas de rien avec BioChild aujourd'hui, et on va en avoir quelques extraits dans les minutes qui viennent. C'est l'occasion. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Quelques mots. Du coup, on avait choisi pendant les 5 prochaines minutes de vous présenter concrètement des projets qui sont portés par les porteurs de projets, dont le premier est on a 2 porteurs de projets qui sont en visio. Du coup, je vais vous demander peut-être, on a François Rousseau. Je vais passer le petit truc technique, tac. François, du coup, tu peux ouvrir ton micro. Vas-y, on va voir si on t'entend. Oui, bonjour à tous. Très bien. Alors, vous voyez François, il ne bougera pas, c'est une photo, mais en visio, par contre, il est vu en dynamique. On va entendre ta voix, par contre, François, et on voit bien ta diapo. Okay, super. Bien, bonjour à tous. Donc, je vous présente ici rapidement la chaire ou le projet AI for Child, qui est une chaire de recherche et d'enseignement en intelligence artificielle financée par l'ANR, dont l'objectif pour l'ANR est de soutenir des équipes pour développer la formation et l'innovation en IA au niveau national. Donc, cette chaire AI for Child s'intéresse plus particulièrement à la neurorééducation pédiatrique, avec un focus sur la paralysie cérébrale dont Sylvain a parlé et qui est une thématique centrale pour le GIS BioChild. Donc, comme vous pouvez le voir sur la droite de cette diapositive, les données analysées dans le cadre de ce projet sont très variées, puisqu'elles concernent de manière générale le système neuromusculo-squelettique. Et donc, on a aussi bien des images anatomiques, par exemple du cerveau, des muscles ou des articulations, mais également des signaux fonctionnels tels que les signaux acquis pendant la marche. Donc, pour expliquer un petit peu, ce projet est véritablement né du GIS, en fait, en tant que de collaboration entre personnes membres de ce GIS, donc en associant des compétences et des expertises très complémentaires, donc en recherche en IA, comme l'a dit Guillaume juste auparavant, mais également des cliniciens et des kinésithérapeutes. Voilà, merci. Merci beaucoup, François. On va passer, on a choisi 1 minute un projet. Hein. C'est le format. On va passer du coup la parole à Juliette Ropars qui est sur place. On te voit bien, Juliette, et on t'entend. Moi, je suis de conférence en pédiatrie, neuropédiatre. Et je dis quelques mots sur un projet qui montre bien le lien très fort entre ce qui est développé, notre activité de soins et l'activité de recherche développée par l'équipe BioChild. C'est un projet qui se fait là dans le domaine des maladies rares, des maladies neuromusculaires de l'enfant. À Brest, on a le centre de référence des maladies neuromusculaires qui fait partie de la filière maladies rares Filnemus, avec une activité de soins et de recours vraiment dans la Bretagne élargie. Et ici, on parle d'un projet qui se fait au niveau des enfants atteints d'une myopathie de Duchenne, avec un objectif en recherche et dans le soin centré sur la qualité de vie et le quotidien des enfants. Donc, on a utilisé des techniques innovantes
maîtrisées par des équipes de recherche, des techniques d'imagerie, des techniques d'analyse du mouvement, pour évaluer la motricité des enfants, la marche des enfants. Et c'était un projet multicentrique qui a été porté par BioChild et conduit dans différentes équipes en France, qui sont également des centres de référence de la filière Funnemus. C'est un projet qui a été partiellement financé par Innoveo, et donc possible grâce à ce fonds de dotation Innoveo. Voilà, et on sait qu'avec les révolutions thérapeutiques actuelles, parce qu'on a des développements de thérapies innovantes, notamment de thérapie génique, on a un besoin vraiment très important de s'adapter aux enfants avec des nouveaux besoins et d'évaluer leur quotidien et d'évaluer ces nouveaux besoins pour être vraiment très centré dans le soin et dans la recherche sur la qualité de vie, le quotidien des enfants. Merci. Merci beaucoup, Juliette. On va passer la parole à Rodolphe Bailly, qui est sur place aussi. Bonjour à tous. Donc effectivement, on m'a confié la présentation de ce projet, qui est donc un projet européen, dont l'objectif est d'évaluer une thérapie qui s'appelle Habitil, donc qui est une thérapie de stage intensif proposée aux enfants avec paralysie cérébrale, dont on connaît les effets chez les enfants de plus de 6 ans. Donc là, l'objectif, c'est d'évaluer ces effets chez des enfants de 1 à 4 ans, donc des enfants en âge préscolaire. Donc c'est une étude multicentrique avec des centres d'inclusion en France, en Belgique et en Italie, et puis des partenaires européens un petit peu partout en Europe. Donc il y a eu 110 enfants qui ont été inclus, les inclusions sont actuellement terminées, on est dans la phase de traitement des données. Cette thérapie est centrée sur des objectifs fonctionnels, donc comme apprendre à couper sa viande, à faire ses lacets, etc. Donc il y a eu un peu plus de 550 objectifs de fixés pendant ces stages, et puis de nombreuses activités, plus de 300 activités en tout qui ont été proposées aux enfants. Dans les évaluations, on voit aussi la multidisciplinarité de ce qu'on peut faire avec l'évaluation en EEG-HD portée en l'occurrence par nos collègues d'Angers, un petit peu d'IA sur des évaluations fonctionnelles qu'on est en train de tester avec l'IMTA, et puis de l'analyse du mouvement. Voilà. Il y a un petit rat qui se promène en bas à droite de la diapositive, puisque dans cette étude, il y a une étude sur un modèle animal de rat avec paralysie cérébrale. Et donc, c'est les premiers rats à avoir des environnements enrichis et du Habitil dans leur cage. Les premiers résultats pour les enfants avec atteinte unilatérale sont attendus là dans le premier semestre. Et puis, la suite, on espère à la fin de l'année 2022. Voilà. Merci beaucoup, Rodolphe. L'avant-dernière présentation, du coup, sera présentée par Amandine Dubois, qui est en visio. Vas-y, Amandine. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, parmi les domaines que l'on étudie au BioChild, il y a la question de la douleur dans le handicap moteur. Donc, la dernière étude qu'on a pu réaliser d'Isandi a permis de montrer finalement la pertinence d'une recherche interdisciplinaire concernant cette thématique, puisqu'elle allie à la fois les sciences médicales et les sciences humaines et sociales, donc pour ma part, la psychologie. Donc, cette étude a traité de la douleur induite par les soins chez des enfants qui ont un handicap moteur et qui vivent en établissement de soins sanitaires ou médico-sociaux. Donc, l'étude a été réalisée dans un ensemble d'établissements de toute la région Bretagne et elle a permis de mettre en évidence une incidence assez importante de la douleur en établissement, avec l'idée que tout geste nécessitant un contact physique sur un enfant pouvait induire de la douleur. Et on a également pu mettre en évidence un ensemble de facteurs de risque de douleur induite, que ce soit des facteurs plutôt individuels tels que l'âge ou le niveau de dépendance, mais également contextuels tels que le type de soins ou le type de rééducation que l'on propose à l'enfant. Donc, c'est une étude qui est en cours de publication et qui a été financée par différentes fondations, notamment la Fondation France, la Fondation Paralysie cérébrale et la Fondation Apicil. Merci beaucoup, Amandine. Le dernier projet, du coup, sera présenté par Christelle Ponce.
je suis ravie de présenter le projet Caligo, qui est un projet qui démarre tout juste là, en janvier 2022. Donc, c'est un projet qui vise à proposer des solutions très, très concrètes aux enfants qui présentent des troubles cognitifs et moteurs, qui vise à développer des solutions numériques pour les accompagner dans l'apprentissage de l'écriture et dans la réadaptation à l'écriture. Donc, l'idée, c'est premièrement de leur faciliter cet apprentissage, mais aussi d'avoir une cohérence entre la maison, les séances de réadaptation et l'hôpital, puisqu'on sait que ces enfants ont des prises en charge multiples et qu'il y a un vrai enjeu à ce que leur parcours soit cohérent. Donc, c'est un projet qui a gagné l'appel à projet Innovation collaborative au croisement des filières. Donc, c'est un appel à projet breton. Et donc, qui s'inscrit dans les développements actuels du numérique et dans les stratégies de développement du numérique au niveau régional, national et international. Donc, c'est un projet qui est un partenariat académique et privé avec l'entreprise Learn & Go, qui a développé une première solution qui s'appelle Caligo, une deuxième solution Caligo 10, et donc qu'on va encore développer, une autre entreprise Polymorph et 3 partenariats académiques avec BioChild, l'UBO, le laboratoire LP3C et l'IRISA. Donc, on ne part pas de rien, on part d'une application existante avec différents exercices qui vont permettre à l'enfant d'acquérir l'écriture, avec aujourd'hui un certain nombre d'adaptations possibles pour faciliter cet apprentissage. Ce qu'on va proposer en partenariat avec le laboratoire LP3C et en s'appuyant sur la littérature scientifique, c'est des idées pour que cette solution soit aussi destinée aux enfants en situation de handicap, avec notamment l'utilisation de la réalité virtuelle pour s'affranchir des contraintes liées à la motricité fine et passer par la motricité globale pour apprendre le geste d'écriture. Et donc, bien sûr, on va s'appuyer sur les forces locales avec un partenariat avec le centre de référence des troubles des apprentissages au niveau du CHU et une participation de l'ensemble du réseau Frisbee, donc des différents SSR pédiatriques en Bretagne occidentale. Merci beaucoup, Christelle. Bon, donc, on va vers la fin et on va pouvoir laisser la place aux questions. Je voulais juste dire qu'on est une maison ouverte. Et donc, cette maison ouverte, elle accueille les gens qui veulent bien destiner un petit bout de leurs ressources, un petit bout de leur vie au développement, du coup, pour ces enfants et ces familles. C'est simple. On peut devenir membre, nous contacter, on peut rejoindre notre réseau et on peut aussi nous aider. Évidemment, vous pouvez aller sur notre site, du coup, pour décider de soutenir ou d'aider particulièrement une action qui vous intéresserait particulièrement, comme d'autres l'ont fait. Je tiens à rappeler que du coup, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu un gros coup de boost, un gros coup d'aide par des généreux donateurs, et que du coup, on sait que cette recherche-là, elle existe que parce qu'on allie à la fois le fait d'aller chercher des appels à projets, mais aussi parce que sur le territoire, on est soutenu concrètement. Donc voilà, il y a à la fois Innovéo, à la fois les différentes fondations du territoire et à la fois les philanthropes initiateurs du GIS. Je les remercie tout particulièrement. Évidemment. Et donc voilà, on est à votre écoute. Vous pouvez nous contacter par les réseaux sociaux